Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être mal à l'aise, inquiet, voire même effrayé à cause d'un jeu vidéo? Je sais que dit comme ça, ce genre de question pourrait très vite donner naissance à une vidéo bourrée de témoignages expliquant de but en blanc comment une partie des abonnés ont été traumatisés par les bien trop flippants Knarren de Rayman 3 ou les élites des premiers Halo avec leur holololo tout bizarre là. Sauf qu'au-delà de tous ces éléments concrets qu'on va vraiment retrouver dans les jeux, il en existe une autre catégorie, celle des mythes et des légendes urbaines du jeu vidéo. Mais si vous savez, ces petites rumeurs souvent nées d'événements hasardeux et qui à force d'interprétation ou de déformation du bouche à oreille, la cour de récré et sûrement un peu l'avènement d'internet finissent par devenir incontournables, qu'ils soient vrais ou non d'ailleurs. Ça va des petits trucs mignons comme cette histoire qui dit que dans Hey Pikachu, Pikachu pouvait se mettre subitement en colère s'il entendait les mots Sony ou PlayStation, aux plus mystérieuses comme l'existence d'un 17e colosse secret dans Shadow of the Colossus, et bien entendu les très flippant comme l'éventuel troisième œil de la princesse Daisy dans Super Smash Bros Brawl et Melee. Au moins une de ces trois affirmations est vraie, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même, puisque nous de notre côté, on va se focaliser sur des mythes un petit peu plus déroutants, ceux ayant sûrement perturbé le sommeil de pas mal de gamers. Bonjour, vous, c'est Iko, et aujourd'hui on va voir 4 mythes vraiment terrifiants qui ont été vus ou non dans vos jeux vidéo. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Mobile Legends Adventure, un jeu de stratégie idle free-to-play auquel vous pouvez jouer n'importe où et n'importe quand. Il s'agit d'un RPG qui s'intègre facilement dans n'importe quel planning, vos héros se battent automatiquement pour récolter des ressources sans que votre intervention ne soit nécessaire. Grâce aux nombreuses stratégies possibles dans le jeu, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Choisissez 5 héros parmi plus de 100 disponibles répartis en 5 classes et 7 factions pour former votre équipe unique et profiter des bonus d'attaque et de combo avec des animations spectaculaires que vos champions peuvent réaliser. Une formation astucieuse sera la clé de vos victoires. En plus, une simple pression sur le bouton de mise à niveau vous permet d'élever instantanément vos nouveaux héros au niveau de vos héros les plus forts. Pour le 3e anniversaire de MLA, un événement limité, Island Party est organisé du 26 août au 15 septembre. C'est le moment de s'y mettre, car la plus grande vague de récompenses gratuites de l'histoire du jeu et le nouveau héros Toginibara vous attendent. Utilisez ce code pour obtenir 20 parchemins premium et 1000 diamants. Les nouveaux joueurs obtiennent jusqu'à 150 cartes de tirage gratuites pendant la première semaine de l'événement. MLA organise également un giveaway où vous pouvez gagner des prix tels qu'une PlayStation 5, une Nintendo Switch ou même des cartes cadeaux. Recevez gratuitement le héros de l'ordre populaire Lunox en accomplissant certaines tâches et obtenez des bonus pour chaque jour de votre connexion. Ne manquez pas de débloquer les nouveaux skins de maillot de bain d'été pour Selena, One, Tokinibara et Freya. Utilisez le lien en description ou scannez ce QR code pour télécharger Mobile Legends Adventure et participer à Island Party maintenant. Merci pour votre soutien et bon visionnage. J'entends des Spartans qui sont morts, Halo et les lobbies interdits. Si je vous dis Microsoft, The Rock et armes de catégorie D, normalement une grande partie d'entre vous doit instantanément penser à la Xbox première du nom. Mais est-ce que vous saviez que, en plus d'être le point de départ d'un des futurs géants du jeu vidéo, cette console allait aussi être à l'origine de pas mal d'histoires un petit peu dérangeantes. Des histoires auxquelles il y en a encore beaucoup qui y croient. Sortie non sans mal fin 2001 aux États-Unis et début 2002 dans le reste du monde, la Xbox fait tout pour se faire une place dans le salon des gamers. Et même si sa taille, son poids et ses opposants, la GameCube et la PS2, n'aident pas vraiment à vendre le produit, celle-ci va tout de même réussir à se forger une identité autour d'une image, celle d'une console pour les grands. Oui, parce que c'était un peu le message à l'époque, hein. Suffit de voir la taille des manettes pour voir qu'elles n'étaient pas ou peu adaptées pour des mains d'enfants ou d'ados ou de personnes de taille plus petite. En fait, c'était adapté juste pour des Américains, mais passons. Tout va bien dans le meilleur des mondes et tous vont profiter de leur tout nouveau joujou. Enfin, tous ou presque. Puisqu'alors que certains s'amusent, d'autres vont avoir quelques petites sueurs froides. Imaginez-vous, il est tard le soir, et avec un ami, vous venez de passer la soirée à exploser du Covenant sur Halo 2. La fatigue commence à sérieusement vous étreindre, mais c'est le week-end et hors de question d'aller se coucher. Après tout, on n'est pas là pour ça. Dormir, c'est qu'une information. Dans un sursaut d'énergie, votre ami vous propose d'aller faire un petit peu de multi. Après tout, quoi de mieux qu'un peu de PVP pour se réveiller. Vous acceptez, vous préparez le lobby, vous choisissez votre map préférée, Lockout, tandis que votre ami vous prévient qu'il va chercher une manette qui gagne. Une excuse qui, comme n'importe quel bon pote, va vous permettre d'attendre bien sagement son retour pour l'exécuter par surprise, parce que c'est ça l'amitié. Mais alors que vous visualisez déjà votre premier sang, un bruit de pas attire votre attention. Surpris, vous jetez rapidement un œil au tableau des scores qui confirme que vous n'êtes bien que 2 dans ce lobby, mais avant même que vous puissiez bouger ou même réagir, un autre joueur sans pseudonyme et se déplaçant sans aucune animation vous colle une grenade à plasma.
C'est officiel, vous venez de vous faire attaquer et tuer par personne en fait. Cette histoire, aussi dingue soit-elle, est vraiment vraie et c'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la communauté Halo. Nous sommes le 28 juillet 2006 et un certain Antinoob affirme, vidéo à l'appui, avoir rencontré un Spartan inconnu, s'en étant pris à lui et son ami AFK. Une vidéo longue de 2 minutes 42 sobrement intitulée Ghost of Lookout by Antinoob and Underdog, où l'on découvre effectivement une rencontre pour le moins étrange. Le Spartan blanc immaculé, il est là, il glisse, n'a presque aucune animation et rien en jeu n'indique sa présence, et pourtant ces agressions, elles, sont bien réelles et malgré des réflexes assez lents ou du moins qui ont l'air lents, celui-ci poursuivra inlassablement Antinoob jusqu'à la fin de la vidéo. C'est flou, le montage à la Scooby Gang est un petit peu étrange, mais la vidéo devient quand même virale et le fantôme de Lookout se fait un petit nom sur les réseaux. Alors si à ce stade il y en a beaucoup qui vont croire, et à juste titre, que Antinoob a mis en scène toute cette histoire, et ben d'autres témoignages vont arriver, ce qui va rendre la machine complètement instoppable et continuer à alimenter le mythe. En tout, ce sont des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont fleurir sur internet, la communauté est en ébullition et les informations récoltées à chaque rencontre terrifient autant qu'elles ne fascinent. Un coup le fantôme est invincible, un coup ses armes sont invisibles et ses coups atteignent leur cible sans qu'il ait besoin de les regarder. Il est tantôt agressif, tantôt sympa, ses munitions sont infinies évidemment, et il semble avoir le pouvoir de voler les skins d'autres joueurs. C'est un peu un Herobrine version Halo qui, non content de tétaniser des milliers de jeunes joueurs et jeunes joueuses, va en pousser pas mal à esquiver autant que possible la seule map où il semble apparaître. À cette époque, j'avais 12 ans et il n'y a pas eu une seule fois où je n'ai pas eu peur de jouer seul sur Lookout. C'était d'autant plus effrayant qu'il était assez courant que certaines personnes, sachant pour le fantôme, essaient de se faire passer pour lui, en s'amusant à faire griller leur micro ou en usant de lag pour bloquer volontairement les animations de leur personnage. Vous l'aurez compris, d'un côté il y avait ceux qui étaient effrayés par le fantôme, ce que je peux comprendre, ceux qui cherchaient à l'affronter, et les autres qui voulaient juste effrayer un maximum de personnes. Ce qui pour les derniers est, disons-le, le carburant parfait pour alimenter et propager ce genre d'histoires. Des histoires qui à la force des choses verront moult théories naître autour du sujet, comme celle qui dit que le fantôme ne serait que des hackers un petit peu perdus, des habitants de la Lorraise testant leur connexion internet, ou même que ces apparitions ne seraient que la rémanence de bots utilisés lors du développement. La vérité, on l'apprendra 10 ans plus tard, et elle est non seulement différente et un peu chelou. Puisque si certes il y a des vidéos montrant le fantôme de Halo 2 jusqu'à Halo Reach, jamais personne n'a vraiment pu prouver quoi que ce soit à son sujet. Pire, certains ont même réussi à faire tout le contraire en démontrant par A plus B qu'il était techniquement possible de devenir un fantôme soit même via la surcharge de la forge, le mode créatif de Halo Reach. Des éléments difficiles à ignorer qui, in fine, laissent tout simplement sous-entendre que les fantômes croisés jusqu'ici n'étaient soit que des mises en scène pour le fun, soit des joueurs avec de sérieux problèmes de connexion ou de matériel, et qui se rendaient même pas compte de leurs conditions de Spartan en ultra instinct. Ce qui expliquerait d'une part pourquoi personne ne s'est jamais manifesté comme fantôme, mais aussi pourquoi leur pouvoir variait autant d'une partie à une autre. C'était juste du pur lag, et selon la gravité, on pouvait soit être invincible, soit juste avoir l'air très lent à la détente. Voilà, c'est ça la version la plus probable, celle du lag. Ouais, je sais, c'est pas foufou, mais disons que vu que personne ne s'est revendiqué fantôme, c'est la meilleure piste qu'on a. Surtout que même encore aujourd'hui, c'est pas garanti que vous soyez à l'abri du fantôme du Lookout, donc soyez prudents. Le Death Note d'eSport, presque tous les Madden NFL. Alors là, celui-là, il est un peu spécial. Pour commencer, le mythe est toujours d'actualité, mais surtout, il touche un sport bien particulier et pas très répandu chez nous, le football américain, qui se joue pas du tout avec des pieds, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, parce que ce qui joue avec des pieds aux États-Unis, c'est du soccer. Et là, je sais tout de suite ce que vous pensez, c'est oh là là, je vais être largué, nanani nanana. Alors, c'est vrai que ça va être terrible, mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Est-ce que vous connaissez les Madden NFL? Officiellement née dans la fin des années 80 sur Apple II, la franchise née par eSport s'est rapidement imposée comme l'un, si ce n'est le pionnier de la simulation de sport, de jeux de sport. À l'époque nommé John Madden Football, en référence au célèbre entraîneur et commentateur du même nom, la franchise devra attendre l'acquisition des droits d'exploitation du nom de
de la Ligue de football US en 1993 pour devenir le Madden NFL, qu'on connaît au moins tous de nom parce que ça a gâché des présentations de 3 au cours de l'histoire. La suite est assez facile à voir venir pour nous gamers de 2022. Chaque année verra son Madden NFL voir le jour de 94 à 97. Tout se passera même plutôt bien pour la team Madden. Enfin ça c'était avant que eSport décide de radicalement changer son fusil d'épaule et de mettre des têtes d'affiche sur ses jaquettes. Ce qui après coup semble plus logique, mais bon, sur le moment c'était une décision radicale. Sera choisi Garrison Hearst, numéro 20 et running back des 49ers de San Francisco, particulièrement remarqué pour ses statistiques records lors de la dernière saison. C'est un joueur de fait exceptionnel, capable de traverser le terrain en moins de temps qu'il ne faut pour dire oh bah il faut que je pense à m'abonner à Iconoclast, et personne n'a vraiment remis en doute ce choix censé booster les ventes. Madden NFL 1999 finit par sortir, et là c'est le drame. À peine quelques mois plus tard, la star des 49ers et le premier joueur à apparaître sur la jaquette d'un jeu vidéo se brise la jambe en plein match. C'est une fin de session pour lui, mais surtout le début d'une fin de carrière, cette blessure se transformant en ostéonécrose. Une nécrose de l'os qui le forcera à prendre sa retraite quelques années plus tard. Un événement malheureux, c'est vrai, mais qui avec le temps va prendre une connotation beaucoup plus sinistre, puisque va marquer les fans, tant c'est une véritable hécatombe au sein des joueurs professionnels. Madden 2000, Barry Sanders des Detroit Lions prend sa retraite subitement, à peine un mois avant la sortie du jeu, et est remplacé par un autre joueur sur la jaquette qui se blesse tout juste après. Madden 2001, Eddie George des Tennessee Titans, mauvaise performance mettant fin à la saison de toute son équipe. Madden 2002, Daunte Culpepper des Minnesota Vikings, blessure au genou. Madden 2003, Marshall Faulk des St. Louis Rams, performance subitement en chute libre qui précipite sa retraite. En 5 ans, les Madden NFL ont fait apparaître 6 joueurs sur leur jeu. Et ces 6 joueurs ont tous connu la même année une blessure ou une baisse de régime type de fin de carrière. Après un tel palmarès, les fans ne pouvaient en arriver qu'à une seule conclusion, tout ça c'est la faute d'eSports et des Madden NFL. Le mythe de la malédiction des Madden venait de faire son apparition sur les réseaux et n'était pas près de disparaître, puisqu'elle va frapper 10 joueurs différents pendant 9 autres années. Ah mais quand je vous ai dit que c'était une hécatombe, c'était pas une vanne hein. Et autant vous dire qu'en 2012, après 16 joueurs touchés, ouais on commence à prendre au sérieux cette malédiction. Les médias, les bookmakers, les analystes et bien entendu les fans, tous en parlent et redoutent presque chaque annonce de l'égérie annuelle de la franchise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si les joueurs visibles sur les boîtes FIFA de 99 à 2012, Benzema, Messi ou Ribéry, avaient été sortis du circuit entre la première et la 5e année après leur apparition sur ces boîtes. C'est un enfer et eSports doit même faire face à des refus voire des levées de boucliers de vannes comme en 2008 quand le numéro 21 des San Diego Chargers, LaDainian Tomlinson, a fini par refuser l'offre du studio après que les fans de l'équipe aient lancé une pétition censée protéger le joueur de la malédiction. Bah oui, ils prennent vraiment la chose à cœur, les ultras de San Diego Chargers. On a là un vrai problème d'image qui est en train de se mettre en place, et pour les consommateurs, et pour les partenaires, et qui vont pousser NFL et EA à revoir un petit peu leur communication, et à se dire, bon bah, faudrait peut-être arrêter avec cette histoire de malédiction, ça a l'air de porter un peu la poisse de toujours porter le mauvais œil, tout ça. Comme cette fois-ci où le légendaire quarterback des New England Patriots et joueur de la jaquette de Madden 2018, Tom Brady, a été mis en scène par la NFL directement sur leur chaîne YouTube en train de briser des miroirs et passer sous une échelle car, je cite, Madden curse. There's no such things as curses, it's a total myth. Spoiler alerte, il a échappé avec un certain humour à la malédiction, mais c'est un des rares élus. Et même si à partir de 2013 plusieurs joueurs ont aussi échappé à celle-ci, d'autres semblent avoir totalement sombré, comme Antonio Brown et Jerry de Madden 2019 qui depuis son apparition s'est visiblement fort brouillé avec 2 équipes au point d'être libéré de ses engagements et accessoirement sur le côté poursuivi pour harcèlement sexuel. Pour faire simple, dites-vous que sur les à peu près 28 joueurs appelés ou prévus pour les jaquettes des 23 jeux Madden, à peine 8 s'en sont vraiment sortis indemnes. Le calcul n'est pas bon, il est vraiment pas bon. Et c'est sûrement ça qui fait vivre ce mythe depuis 1999. Bon, on va arrêter 5 minutes, hein. Même si j'aime beaucoup l'idée que le jeu vidéo ait pu marquer à ce point l'histoire d'une branche sportive, je pense surtout que c'est un enchaînement de malchance en réalité. Il y a des trucs très simples à expliquer là-dedans. Le football US, c'est l'un des sports les plus violents du monde. Il faut porter un casque et une armure pour y jouer, et même si la NFL tente de diminuer la gravité de la chose, beaucoup d'anciens joueurs semblent victimes de lésions cérébrales graves et d'autres problèmes les poussant à la dépression voire la démence.
Du coup, c'est rien de très surprenant à ce qu'un tel sport puisse de manière totalement hasardeuse blesser grièvement une vingtaine de joueurs à la suite. C'est le sport qui veut ça, mais bon ça c'est un autre problème et on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. En tout cas, une chose est sûre, le mythe de la malédiction des Madden NFL reste et restera à jamais l'un des mythes les plus médiatisés et analysés de l'histoire du sport et du jeu vidéo, mais aussi celui qui a sûrement fait couler le plus de sueur, que ce soit sur les fronts des joueurs ou celui des fans. Ah, et pour ce que ça vaut, l'édition 2023 de Madden NFL portera sur sa jaquette Madden, l'entraîneur récemment décédé, donc peut-être que ça va briser la malédiction sur les 3 années qui viennent, on sait jamais. Le mystère de la salle d'arcade NBA Jam. On va rester dans le domaine du jeu de sport, mais je vous préviens, cette fois-ci, on est un peu plus dans le côté paranormal de la force. Comme n'importe quel sport, le basket a su profiter de l'avènement des jeux vidéo en s'adaptant au sacro-saint rythme des sorties annuelles, pour le plus grand bonheur d'aficionados qui finiront submergés par moult vagues de dunk et autres tirs à 3 points. Et si au premier abord il peut sembler difficile de faire la différence entre 2 jeux de la même franchise, il en existe pourtant certains qui ont réussi à entrer au Hall of Fame, tout en se payant le luxe de laisser derrière eux bien des souvenirs et autres rumeurs. Et c'est exactement ce qu'a fait NBA Jam, le tout premier jeu d'arcade à être logoté NBA. Développé et édité par Midway Games, particulièrement connu pour avoir perverti la jeunesse avec leur Mortal Kombat, NBA Jam a sans difficulté trouvé son public, après avoir été installé dans les salles d'arcade au milieu des années 93. Amateurs et curieux, ils découvrent un jeu mettant en scène une bonne partie de leur équipe préférée sur fond de gameplay rapide et facile à prendre en main, le tout avec une bonne dose de mouvements spéciaux, de hurlements de commentateurs qui deviendront cultes, et de personnages secrets tels que Bill Clinton ou les développeurs eux-mêmes. C'est un carton plein et les machines NBA Jam sont tellement prises d'assaut qu'elles finiront par générer plus d'1 milliard de dollars. Ce qui est absolument incroyable quand on sait qu'il y a à peine 60 millions de personnes sur Terre. Une véritable success story à l'américaine qui va devenir instantanément glauque quand ce genre d'événements vont se dérouler. Partout à travers les États-Unis, des bornes d'arcade vont commencer à scander de manière totalement aléatoire le nom de Drazen Petrovic, une star de la NBA surnommée le Mozart du basketball ayant joué chez les Nets de Brooklyn. Un comportement étrange venant de bornes où personne ne joue, mais qui l'est bien plus quand on sait que Drazen Petrovic est mort la même année, 2 mois à peine après l'arrivée en salle d'arcade des bornes NBA Jam. Les parties s'enchaînent, les matchs aussi, et l'idée que les bornes seraient hantées par l'esprit du joueur commence à se répandre de plus en plus. C'est simple, vous pouvez chercher n'importe où sur internet ou sur les forums, vous y trouverez forcément des centaines voire des milliers de personnes expliquant qu'ils y ont soit fait face, soit en ont entendu parler au moins une fois. Je vous laisse imaginer l'angoisse que ça a dû être pour tous les amateurs de jeux vidéo ou de l'équipe des Nets, tout ce temps à se dire qu'à chaque fois qu'ils s'approchaient d'une borne NBA Jam, ils avaient une petite chance de l'avoir hurlé le nom de leur joueur favori décédé. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de s'être propagé au point de passer de rumeurs à vrai mythe des salles d'arcade, c'est qu'on sait pas trop d'où ça vient en fait. Ce qui, vous vous en doutez par défaut, va laisser l'histoire entre les mains des adorateurs de creepypasta, en tout cas jusqu'à 2008. Année pendant laquelle le lead designer Mark Turmel va s'adresser à la chaîne sportive ESPN. Nous avions déjà fini le développement de NBA Jam quand Drazen Petrovic est mort. À l'époque, le jeu avait déjà été expédié et toutes les bornes étaient prêtes. Nous avions donc toutes les machines autour de nous et un soir, alors que nous jouions à Mortal Kombat, la bande d'à côté s'est tout à coup mise à appeler Petrovic, Petrovic. Ça ne s'était pourtant jamais produit avant la mort du joueur. Tout le monde a commencé à paniquer. Quelque chose d'étrange se passait avec le logiciel. Et à ce jour, si vous avez une machine NBA Jam originale, de temps en temps, elle criera simplement Petrovic. C'est terrifiant. Oui, le patron derrière le développement du jeu l'a dit, c'est écrit noir sur blanc, et aussi difficile que ça puisse être à croire tout ça, c'est pas de leur fait. Et ils l'auraient eux-mêmes expérimenté, figurez-vous. Il y a de quoi être perplexe en vrai, hein. Après tout, c'est pas tous les jours qu'un studio ou des développeurs confirment, sans aucun détour, la véracité de tels mythes, plutôt que chercher de vraies réponses, telles qu'une erreur de programmation ou de simples bugs. Et même si ces voies semblent celles à privilégier, il n'est pas non plus impossible que ça ait été implanté par le studio sur des bandes d'arcade construites après la mort du joueur. Après tout, les petits gars de chez Midway Games sont connus et reconnus pour être des petits blagueurs.
assez cachotier. En 2020, Mark ayant avoué avoir truqué une partie du jeu pour que certaines équipes soient désavantagées. Ce qui, avec un peu de recul, est super grave quand on y pense. C'est pas bien, Mark. Bug aléatoire ou simple easter egg, je crois qu'on le saura jamais vraiment, et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, si parmi les gens qui regardent ces vidéos, il y a des personnes qui ont une borne d'arcade NBA Jam, bah, je suis curieux de savoir si c'est effectivement le cas. On recueille un petit peu tous les témoignages, ça peut toujours être sympa. Le mode interdit, Elder Scrolls 3 Morrowind. Lui, je vous avoue, il est croustillant et il est perturbant. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un peu proche de l'univers du modding, il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler d'une des nombreuses versions de ce mythe, forgée et alimentée à l'aide d'un simple mode dysfonctionnel. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un mod ? Pour celles et ceux qui n'y seraient pas familiers avec ce concept-là, les mods, c'est une manière pour les membres d'une communauté de modifier ou de créer de toutes pièces des éléments pour certains jeux vidéo qu'ils pourront par la suite partager avec le reste du monde. Un peu comme des gros patchs non officiels faits par des joueurs et qui permettent de par exemple jouer à Pokémon sur Minecraft ou de faire totalement les pieds des personnages féminins sur Skyrim. Ah, rigolez pas trop s'il vous plaît parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de téléchargements de ce truc. Parmi ce flot de reskins et autres mini-jeux se cachent cependant certains éléments un petit peu plus obscurs. Des mods qui, au fil des années, se sont forgés de vraies petites réputations tant ils ont marqué ceux et celles qui les ont testés, ou en tout cas ceux qui en ont juste entendu parler. C'est le cas pour JVK 1166Z.ESP, un mod qui de manière intempestive va s'amuser à disparaître et refaire surface à la chaîne au point de devenir un vrai mythe d'horreur. Apparu peu de temps après la sortie de The Elder Scrolls 3 Morrowind, le mod qu'on appellera maintenant juste JVK parce que c'est quand même moins long, s'est répandu soudainement sur les forums et autres sites liés au modding du jeu. Figurez-vous que ce mod, en plus d'être suspect, il dit pas vraiment ce qu'il fait. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on dit pas ce qu'il fait que y a plein de joueurs qui vont pas s'amuser à l'installer. Voilà, il y a la suspicion mais c'est pas grave. On le fait quand même. Peu de temps après son installation, JVK va faire freeze votre jeu dans l'écran titre et après un temps se mettre à sauvagement effacer vos sauvegardes. C'est pas très sympa. Au moment des faits, cette agression dans les règles, c'est tout sauf vu comme un mode standard et JVK est catégorisé comme un virus avant de finir par totalement disparaître des réseaux. Enfin ça c'est la version de base, le point de départ d'une histoire qui va durer jusqu'en 2013 puisque le mode refait subitement parler de lui. Un joueur, dont on n'a pas vraiment le nom, va affirmer que lui et d'autres ont été contactés par un mystérieux bonhomme qui leur aurait envoyé une version de JVK, mais aussi des indications sur la manière de l'utiliser, expliquant entre autres qu'il fallait absolument passer par l'émulateur DOSBox pour le faire fonctionner. Et à la surprise générale, ça va marcher, JVK va tourner sur émulateur, à sa manière. Une fois en jeu, les aventuriers du modding découvrent un Morrowind un peu différent d'habitude. Les personnages essentiels à l'avancée de l'histoire semblent tous avoir été assassinés sans exception, et leurs corps gisent sans disparaître. Il est impossible de faire de voyage rapide. Les PNJ semblent avoir une fascination pour la Voie lactée, n'arrêtant pas de faire des allers et des retours la nuit pour observer celle-ci, tout en disant aux joueurs: regardez le ciel, et plus le temps passe, plus vous avez la chance d'être attaqué par un genre de spectre un peu bizarre qui fait ce genre de bruit. Et c'est tout sauf rassurant, d'autant plus que si vous explorez cette version, vous finirez dans un donjon inconnu, cachant en son sein une salle remplie de cadres affichant des images piochées dans un dossier images de votre PC, qui vous suivent du regard, jusqu'à votre arrivée devant une grande porte menant à une zone avec un nom assez indicateur, la salle de tous les désirs. Effectivement, ça pète, ça fait mystérieux. Cette salle, elle va rester désespérément verrouillée, et même si le mythe d'un mode cauchemardesque, né des cendres d'une vieille histoire de virus, va prendre de plus en plus d'ampleur, au point de lancer des milliers de personnes dans une chasse aux indices, JVK va sombrer à nouveau dans l'oubli. Et pour cause, les liens pour télécharger le mode sont soit expirés, soit arrivent au compte-gouttes dont on ne sait pas trop où, à tel point que les quelques courageux qui s'y penchent finissent toujours par douter de l'authenticité de la version qu'ils ont réussi à avoir, quand bien même toutes les sources et le référencement de l'affaire semblent être une creepypasta depuis le début. Et c'est ça qui est génial avec le mythe de JVK, c'est qu'on en connaît les tenants et les aboutissants, mais pourtant la communauté est toujours active derrière et continue à faire vivre un mythe en continuant d'y croire. Une situation de statu quo de l'information qui va donner naissance à plusieurs petits sursauts d'intérêt dans le temps autour de cette histoire, comme ce 1er avril 2021 où un youtubeur russe du nom de Honest Game va publier une vidéo et une version du mode dans laquelle il explique pas à pas comment entrer dans la salle de tous les désirs de force,
avant d'afficher ceci. Tu es arrivé si loin, ce qui en dit long sur toi. Honnêtement, je sais déjà que des randoms vont encore écrire dans les commentaires sous cette vidéo que ce n'est que du putaclic, et ils auront totalement raison. Quant à toi, sac qui a décidé de créer de la hype sur un vieux sujet oublié par tout le monde depuis longtemps, je peux déjà te dire à quel point cette vidéo fera peu de vues. Et surtout, je préfère te l'assurer, tes efforts et tentatives de copier JVK ne seront jamais récompensés par les likes ni les commentaires. Et je ne crois pas que quelqu'un qui a regardé cette vidéo jusqu'à ce moment voudra s'abonner à ta chaîne pour te voir faire du fake. C'est à ce jour la dernière apparition en date, entre guillemets populaire, de JVK, une vidéo de 2021 d'un mode traduit en russe où joueurs, joueuses et créateurs se font insulter après avoir réussi à pénétrer dans la salle de tous les désirs, ne laissant derrière elle que doutes et théories supplémentaires quant à la véracité de cette version. Après tout, et Honest Game le souligne, absolument rien ne confirme vraiment que cette version, qu'un ami traducteur lui aurait fournie, n'est pas celle qui aurait inspiré la creepypasta presque 10 ans auparavant. Il se pourrait qu'il soit juste l'un des premiers à avoir ouvert cette porte, et c'est tout. Enfin, attention tout de même, hein, il dit aussi qu'il a tout autant de chances que ce soit fake, donc prudence. Un mythe qui, mine de rien, continue son bout de chemin, même si pour moi, on est vraiment sur un cas chat de Schrödinger, où personne n'aura le dernier mot et encore moins la réponse claire quant à la bonne version. Ah, et on est en train de me dire dans mon oreillette que pour éviter les commentaires assassins et les problèmes sur le long terme, si vous voulez essayer le mode JVK, faites-le sur une machine virtuelle pour éviter le maximum de problèmes, parce que ça reste un mode qui est relativement assassin pour votre machine. Depuis le début, je suis en train de vous dire que c'est présenté comme un virus, alors fatalement, oui, c'est bien de prévenir les gens quand même. Bon bah c'est cool, on a parlé des mythes du jeu vidéo et on n'a même pas parlé du Bigfoot dans GTA ou du mythe de l'Avant-Ville. Plus sérieusement, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je vous avoue que j'avais un peu peur de me perdre, peur de tomber sur des histoires assez bateaux, pas forcément intéressantes ou déjà bien trop connues. Mais à force de fouiller, et à force de remonter ces sacs de nœuds que sont pas mal de mythes, je me suis rendu compte qu'il en existe encore énormément, et qu'en plus de mériter qu'on se penche dessus, sont in fine bien plus ancrés dans l'esprit collectif qu'on ne l'imagine. Suffit de se balader 20 minutes sur Reddit pour tomber sur des centaines de personnes capables de raconter de tête des histoires, des rumeurs ou des légendes urbaines qu'ils ont entendues et mémorisées il y a des années, alors qu'ils n'ont jamais touché les 10 jeux. C'est exceptionnel et ça l'est d'autant plus quand on sait qu'au moment où je vous parle, certains mythes continuent de vivre à travers la mémoire et l'héritage de millions de gamers. Certes, c'est bien moins prolifique que pendant les années 90-2000, mais ça reste assez présent et beaucoup continuent à leur manière de faire vivre ces histoires. Les creepypastas en première ligne et on peut que les remercier pour ça. Tout ça pour dire que contrairement à ce que je disais en début de vidéo, en fait les mythes dans les jeux vidéo, ils ont encore de l'avenir et je pense qu'on en aura plein encore. Alors bien entendu, on est loin de l'âge d'or où n'importe quel jeu ou borne d'arcade pouvait devenir le terreau parfait à la naissance de telle ou telle histoire, mais force est de constater que malgré l'accès facilité à l'information, certains mythes continuent de naître au milieu de la flopée de jeux vidéo qui apparaissent tous les ans. Par exemple, Herobrine de Minecraft. Techniquement, c'est pas si vieux que ça, et pourtant, ça a super bien pris. Et il est peut-être là le mot de la fin, celui qui dit que même si avec le temps nos manières de partager et ou contredire ce genre d'histoire ont énormément évolué, si le jeu s'y prête et si la communauté est assez grande, on trouvera toujours des gens souhaitant partager leurs rêves, leurs espoirs, ou avoir peur à travers des histoires qui deviendront peut-être elles aussi des mythes de demain. T'as vu la bête de phrase? Si votre cucu fume, c'est que vous avez bu votre café par le mauvais trou, c'était Ico. Ciao! N'oubliez pas de télécharger Mobile Legends Adventure via le lien en description et obtenez plein de récompenses grâce au code bonus.